Bonjour, bonjour à toutes et à tous, toujours en direct des rencontres économiques d'Aix, les 23e rencontres économiques d'Aix. Nous avons le plaisir avec Bruno Jeudi. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, qui est éditorialiste à La Tribune, qui réalise chaque jeudi un entretien politique ou d'un grand patron dans La Tribune. Bonjour Bruno. Nous allons interroger Laurence Boone. Bonjour Laurence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Qui est secrétaire d'État chargée de l'Europe, et puis une économiste émérite qui connaît très bien les rencontres d'Aix et le cercle des économistes. Donc merci d'être là. Peut-être on va commencer par une première question sur la crise que nous venons de traverser en France, mais en vous demandant de nous apporter peut-être aussi le regard de l'Europe. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon quand on regarde l'Europe de ce qui s'est passé en France? Et est-ce qu'il y a des choses à apprendre de la façon dont nos voisins traitent la question de cette jeunesse des banlieues? Non, vous avez raison. La France n'est pas du tout unique à connaître d'abord un drame comme celui qu'on a connu, évidemment, mais aussi les émeutes qui en ont suivi. On a vu de tels événements au Danemark en 2008, les mêmes au Royaume-Uni en 2011, avec le même drame et la même éruption de violence. La même chose aux Pays-Bas, en Suède. Donc ce n'est pas une spécificité française. Alors qu'ont fait les autres et en matière de réaction de très court terme, je crois qu'on peut dire qu'on a eu une réaction à peu près similaire, donc de très vite déployer beaucoup de forces de l'ordre, mais avec beaucoup de retenue pour éviter un autre drame, et ça a permis de calmer, je crois même plus vite que chez nos voisins, la situation et d'avoir un retour au calme. Une étape très rapide aussi de reconstruction. Vous avez entendu Bruno Le Maire qui va mettre à disposition à la fois des fonds pour les communes, le président de la République l'a dit, mais aussi inciter les assureurs à aller très très vite. On a vu ça au Royaume-Uni. Et puis la troisième chose, c'est tirer des leçons qui sont peut-être plus structurelles. Alors le gouvernement français a fait beaucoup, je crois, depuis 6 ans en termes de politique de ville, en termes de politique pour les jeunes, d'entrepreneuriat dans les quartiers. Qu'ont fait les autres, par exemple au Royaume-Uni. On a étendu la période de scolarité, on a augmenté l'âge d'éducation obligatoire, dans une première étape à 17 ans puis à 18 ans. Au Danemark, dans les quartiers aussi, ils ont mis en place toute une entreprise de déghettoisation et une scolarité pour les enfants de nouveaux arrivants dès l'âge de 1 an. Donc je ne dis pas qu'on va faire ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de leçons à apprendre des autres. Et puis, il y a une vraie réflexion européenne à avoir sur comment, effectivement, on arrime les jeunes. En tout cas, des solutions à la fois dans les politiques familiales, le rapport avec les familles. On a beaucoup mis en avant la responsabilité des familles. Oui, oui, absolument. Vous prenez le Royaume-Uni et le Danemark. Je vais pas aller. Il y a deux types de mesures. D'abord, un référent unique qui fait le lien entre la famille, l'éducation, l'école, la santé, le soutien social, mais également la police. Et dans les deux cas, en fait, une conditionnalité du niveau d'allocation familiale à l'engagement des parents. Et puis aussi, par exemple, au Royaume-Uni, des cours d'éducation parentale pour des parents qui sont souvent désarmés et démunis. En France, ce qui a marqué en 2023, dans les émeutes de 2023, c'est vraiment l'âge des émeutiers. 17 ans en moyenne, voire parfois jusqu'à 12-13 ans, a dit le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça, le jeune âge, et qui pose une difficulté, est-ce que c'est une spécificité française, ou est-ce que dans les émeutes, enfin les événements similaires qui ont eu lieu ailleurs en Europe, on avait aussi constaté un âge aussi bas, et qui évidemment... D'abord, complique le travail des exécutifs, parce qu'on sait que les jeunes ne peuvent pas être déférés de la même manière que les adultes. 2, pose avec une acuité encore plus grande la question de l'autorité parentale. Est-ce que ça a été aussi constaté? J'ajoute juste à la liste de vos pays, vous n'avez pas parlé de la Suisse, qui a connu des événements, notamment à Lausanne le week-end dernier. Non, absolument, il y en a eu en Belgique aussi. On avait eu des événements similaires aussi aux États-Unis. Juste ça parce que la Suisse, c'est quand même le pays paisible par excellence. Absolument, mais c'est pour éviter la longue litanie des pays démocratiques, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Je m'étais cantonnée à l'Union européenne. En ce qui concerne l'âge, d'abord, je crois qu'il y a un préjugé qu'il faut retirer. On l'a vu, 10% des jeunes qui ont été arrêtés ne sont pas français, donc ça veut dire que 90% le sont. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la plupart n'avaient pas de casier judiciaire. Et ce qu'on fait en France est très similaire dans la rapidité des choses, qui est de prendre très vite des mesures de justice. Et contrairement à ce qu'on croit, on peut effectivement
on peut être assez dur avec des jeunes. Donc je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, bien sûr, entre que ce soit compris que ce n'était pas des actes anodins et ne pas non plus devenir trop dur, j'allais dire, et décourageant, ce qui est l'équilibre qu'a cherché le Royaume-Uni, où le système judiciaire était aussi en place H24 et 7 jours sur 7, avec des peines très rapides pour marquer le coup, je crois. L'idée, c'est... Mais l'idée vraiment, c'est à la fois de marquer le coup pour ne pas avoir de pillage de grands magasins. Au Royaume-Uni, ils ont même fait des réunions avec les acteurs de ces grandes marques pour voir comment la publicité pouvait jouer un rôle dans ce genre de choses et est-ce qu'on pouvait changer un tout petit peu les messages. Et puis ensuite, à nouveau, tirer les leçons sur le moyen terme. Je crois que quand vous parlez de jeune âge, la réaction du Royaume-Uni d'étendre l'âge dans l'éducation, c'était de répondre à ça. Ils étaient à 16 ans comme nous d'éducation obligatoire. En 2013, ils sont passés à 17 ans et en 2018 à 18 ans. Pour garder dans un système éducatif avec du soutien des parents, de la famille, du social, mais aussi des engagements de la police de proximité, ce lien avec les enfants et les accompagner le plus longtemps possible dans l'espoir d'un job ou d'un... Il y a deux écueils à ce que vous dites. C'est repousser l'âge de départ à l'école à 17 ans, peut-être plus. Ça veut dire aussi qu'il faut que l'école... qui soit maintenu dans le système scolaire. On sait que souvent l'école, par les rythmes scolaires, à partir du mois de mai, il y a déjà moins d'élèves dans les classes, voire presque plus du tout pour les classes notamment où il n'y a pas d'examen. C'est le cas des jeunes de moins de 16 ans. Et puis la deuxième chose, puisque la question de la scolarisation est importante, accessoirement, toutes ces émeutes ont eu lieu la nuit, donc ça ne règle pas le problème de l'autorité parentale. Non, mais alors vous avez évidemment raison. Sur le premier sujet, sur l'âge, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est une bonne mesure, on a intérêt à garder des gens dans l'éducation. Ça ne veut pas dire forcément le système scolaire classique, mais de les armer le mieux possible pour la suite. Et le président de la République l'a dit, il faut revoir le système de vacances scolaires. Et c'est vrai, moi j'ai un fils qui a passé le bac cette année, ils sont en vacances très tôt. Donc il y a une réflexion à avoir là-dessus. Il y avait des vacances apprenantes pour pas mal d'enfants dans les quartiers prioritaires. Il faut aussi peut-être les reprendre et les remettre sur la table. Donc il y a un point d'entourage, d'éducation véritablement. Vous avez aussi tous ces systèmes, par exemple, qu'ont mis en place des gens comme SOS, pour ceux qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation, de former à comment on se présente, comment on écrit un CV, comment on travaille en entreprise. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut investir, il me semble, beaucoup plus. Et sur la politique familiale et l'éducation parentale, c'est quand même très frappant de voir que ce sont des femmes qui ont défilé pour ramener au calme les mères de ces enfants. Donc elles ont besoin de soutien. On parlait du Royaume-Uni, ils ont mis effectivement en place un système d'éducation parentale et de soutien dans le temps pour 120 000 familles à la suite des émeutes. 120 000 familles pour justement restaurer les choses. Et puis après, il y a effectivement la question des allocations familiales. Laurence Boone, il y a eu aussi dans ces émeutes des attaques contre certains maires. Et là, on a vu le président de la République organiser une réunion avec plus de 200 maires qui ont été concernés par les émeutes. Quelle est le bonne échelle de responsabilité et d'action? Vous parliez, avec qui on dialogue finalement quand on cherche à résoudre une question qui est aussi complexe parce qu'elle touche finalement l'ensemble de la société, l'ensemble du territoire. Les cartes ont été publiées par Le Monde récemment, enfin, elles sont assez spectaculaires. C'est pas la France des Gilets jaunes, d'ailleurs c'est un petit peu différent. Comment est-ce qu'on peut finalement renouer un dialogue et avec qui? C'est pas de l'État, parce que l'État a mis beaucoup d'argent dans la politique de l'île. Il doit certainement continuer à mettre de l'argent pour la rénovation urbaine, mais c'est pas qu'une question régalienne, c'est également une question de proximité, de relations de terrain, même de police de proximité, certains le disent. Alors, je crois qu'il y a 3 points. D'abord, la première, c'est qu'il n'y a pas de violence systémique non plus. Dans la plupart des cas, il faut quand même être assez réaliste, il y a quelques fauteurs de troubles et qui peuvent emmener quelques personnes. Et donc la première chose, c'est de ne pas généraliser à l'ensemble d'une jeunesse qui n'aurait pas d'avenir. Il y a des fauteurs de troubles et il y a évidemment des jeunes qu'il faut plus aider, mais ce n'est pas systémique. Et donc ça a 2
implications. La première, c'est qu'effectivement, il y a un vrai rôle pour tous les maires. D'abord, ils ont besoin d'être soutenus. On voit quand même avec le maire de Saint-Brévin, on a vu avec le maire de l'Haye-les-Roses, la vie est difficile avec pour les maires. Il y a problème aussi de tout ce qui est trafic, etc. Donc, oui, absolument. Mais, donc il y a un vrai rôle de maire parce que ce sont eux qui connaissent le mieux le terrain pour justement identifier ces problèmes qui sont des problèmes plus précis, de personnes, de connaissances de la vie de la commune, j'allais dire. Et puis, il y a aussi un rôle qui est plus structurel, puisque nous sommes un pays centralisé, sur les possibles mouvements dans l'éducation dont on vient de parler avec Bruno, sur comment on systémise justement le soutien aux femmes esseulées qui élèvent des enfants, sur les infrastructures de crèches. On a quand même 460 maisons de services, on a quand même un programme de rénovation urbaine. Mais ça, c'est du temps long. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur les maires pour le temps court où on a besoin de les soutenir et de les aider tout en rassurant les habitants. Parce que la grande majorité silencieuse n'est pas violente et ne fait pas de... Encore une question de Bruno. Après, ils étaient un peu déçus, les maires, visiblement, de ceux qui ont pris la parole à la sortie de la réunion avec le président. Déçus qu'il n'y ait pas eu, au fond, au-delà de l'écoute qui était nécessaire. Et le président a eu raison de recevoir ces maires qui ont tous été plus ou moins concernés par les exactions, parfois y compris dans leur propre chair. Bon, le gouvernement avait déjà présenté un pack sécurité pour assurer leur protection. Qu'est-ce que le gouvernement prépare pour aider ces maires qui, au fond, sont les véritables... c'est le maillon en première ligne dans cette affaire, dans les banlieues. Il y a les maires et, au fond, l'exécutif. Entre deux, les gens ont souvent du mal à percevoir ce que peuvent faire les élus. Et les maires, ils l'ont dit dans la réunion, se sentent pas suffisamment soutenus. Et c'est vrai, ils l'ont dit, et je pense qu'il y a un temps d'écoute qui est aussi nécessaire, puisque pour faire un bon diagnostic, pour faire une bonne réponse qui soit appropriée, il faut un temps d'écoute maintenant, peut-être qu'il en faudra un autre, et encore un. Donc il y a tout un temps de réflexion au-delà de la reconstruction immédiate, qui, je pense, est très importante, car on a besoin de retrouver... Alors ça, il y a une circulaire qui a été décidée à l'issue du Conseil des ministres. Oui, absolument, parce que ça, c'était essentiel. Il faut que les personnes retrouvent leur bibliothèque, que les écoles soient prêtes pour la rentrée, que les enfants puissent retrouver une vie normale. Donc, et que les commerçants, je rappelle, on était en période de solde. Ceux qui ont vu leur stock détruit, c'est un drame pour eux. Donc, il était important d'avoir cette réponse immédiate de reconstruction rapide, et avec les maires un temps d'écoute et un temps de reconstruction de politique de fond pour les soutenir de façon plus pérenne dans la durée et pour, je le dis, pour que les politiques de rénovation urbaine, pour que les politiques d'éducation et les politiques familiales puissent fournir des résultats. Et ça va prendre un peu de temps, et je crois qu'on a intérêt à le co-construire avec eux pour que ce soit le mieux ciblé et le plus approprié à leurs besoins sur le terrain. Après, vous avez un peu oublié les députés qui ne vont pas être contents, qui sont aussi très présents sur le terrain et des bons relais. Laurence Boone, vous êtes chargée de l'Europe dans pas tout à fait 8 mois. Je ne sais pas exactement à quelle date seront les élections. On va avoir les élections européennes. Comment vous vous préparez comme ministre chargé de l'Europe de ces élections européennes? On voit monter quand même l'extrême droite dans plusieurs pays autour de nous. On vient de parler de ces événements dont il semblerait que l'extrême droite en France puisse également sortir renforcée. Les derniers sondages en faveur de Marine Le Pen sont assez éclairants. Donc comment vous vous préparez à ces élections européennes? Est-ce que ça va être les élections de mid-term, notamment pour nous, assez difficiles à passer? C'est une excellente question. Il ne faut pas que ce soit des élections de mid-term, ce sont des élections européennes. Et la politique européenne a un impact sur nos vies quotidiennes. Donc la première, nationaliser ces élections. Non, mais la première des préparations, c'est d'augmenter le taux de participation. Donc c'est de faire qui avait déjà été singulièrement rehaussé la dernière fois. Absolument. Donc il faut qu'on fasse encore mieux. On va aller voter. Oui, et pour ça, on a commencé, j'ai réuni la semaine dernière les associations, j'ai réuni les think tanks, on commence à faire un travail de labourage sur le terrain apolitique pour augmenter la participation. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a visiblement un déficit de connaissance de ce qu'est l'Europe. Alors, mea culpa, mais c'est super important pour nous d'aller montrer ce que c'est l'Europe au quotidien.
on vote au Parlement européen les lois de la transition énergétique, le plan de relance qui finance MaPrimeRénov', ce qui fait qu'on va qu'on va mettre fin aux véhicules thermiques. On vote pour la transition avec les chaufferies de biomasse, sur le bioéthane, sur les avions. Donc on vote la réglementation de l'intelligence artificielle, dont beaucoup de gens parlent. Exactement. C'est l'Europe. C'est l'Europe, l'indépendance, la pluralité des médias à laquelle vous êtes évidemment attachés. Énormément. C'est l'Europe, voilà. Tout ce que les réseaux sociaux, comment on les régule, et on a vu l'importance pendant. Alors certains disent que justement c'est trop. Écoutez, là, je crois que personne n'a trouvé que c'était trop pendant les émeutes. Sur le plan de relance, sûrement, mais sur d'autres sujets, il y a des courants politiques qui considèrent que c'est trop. Un plan de relance. C'était extraordinaire et sur les réseaux sociaux, on en a besoin. Tout ce que vous dites, nous le savons, mais comment ça se fait que les Français ne perçoivent pas à quel point les enjeux de cette élection européenne sont décisifs pour leur vie quotidienne? D'abord, je vais vous blâmer un peu. On ne parle pas assez d'Europe dans les médias. Mais on ne parle pas d'Europe dans les médias, alors qu'on ne vous demande pas de parler d'Europe. Mais on parle d'immigration, c'est l'Europe. On parle à nouveau de presse, c'est l'Europe. On parle de transition énergétique, c'est l'Europe. On parle de tout, c'est l'Europe. Vous parlez des médias en général. Et même quand c'est je parle pas que de la. Et même quand c'est pas l'Europe, on en parle. Le Covid, c'était pas l'Europe a priori. Les vaccins, c'est l'Europe. Donc ça. Ils se sont emparés du sujet de la santé. La traversée des frontières, c'est l'Europe. Les gens qui travaillent en Allemagne ou en Belgique quand ils habitent en France, c'est l'Europe. Mais je voudrais revenir sur le point politique qui me paraît essentiel. Où habite l'extrême droite française en matière européenne? Nulle part, enfin dehors, j'allais dire. Elle habite pas là, elle a été toujours claire. Ils ne sont à nouveau pas clairs, ils n'ont jamais été clairs sur la Russie et l'Ukraine. Ils ne sont pas clairs sur ce qu'ils veulent faire de l'Europe. Et ils n'arrivent même pas à s'entendre avec le reste de l'extrême droite européenne. C'est la première chose. Et où habite l'extrême gauche et la gauche sur l'Europe? Ils ne le savent pas non plus. Ils ne savent même pas si vous voulez aller ensemble aux élections européennes. Madame Boone, on voit bien aussi qu'en Europe, il y a une montée de l'extrême droite dans différents pays. Ils sont au pouvoir dans des coalitions dans certains pays du nord de l'Europe ou de l'est de l'Europe. Est-ce qu'il y a un risque l'année prochaine, au terme des élections, que la poussée de l'extrême droite change le système politique qui prévaut au Parlement européen, c'est-à-dire d'une coalition ou d'une cohabitation entre le grand parti de droite PPE et le grand parti de la gauche PSE? Alors, j'y crois pas du tout. Non, vraiment pas du tout. D'abord, je pense que c'est pour ça que je suis là. C'est pour me battre contre c'est pour l'Europe et c'est pour me battre contre cette montée de l'extrême droite. On n'a pas du tout la même chose dans tous les pays. Il n'y a pas d'alliance entre la gauche et l'extrême droite nulle part. La majorité aujourd'hui, elle est centre-droit, elle est centre Renaissance, Renew et sociaux-démocrate. Et je suis persuadée, et on va se battre pour ça, ça sera la même demain. Est-ce que l'Europe, on sait que c'est un sujet auquel le président de la République est très attaché, sans s'engager personnellement dans l'élection. La dernière fois, il s'y était quand même engagé pour que la liste Renew, à l'arrivée, fasse presque jeu égal avec la liste du Rassemblement national Jordan Bardella. Votre nom circule pour être tête de liste européenne? Eh bien, c'est normal puisque je suis une politique en charge de l'Europe. D'accord. Le contraire serait surprenant. Mais au-delà de ça, la dernière fois, c'était d'ailleurs une de vos prédécesseurs qui menait la liste. Ça vous intéresserait? Mais évidemment, tout ce qui touche à l'Europe m'intéresse. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que je suis arrivée là. C'est à la fois pour l'Europe contre l'extrême droite, vraiment. Donc je vais me battre politiquement pour ça. Quel serait votre programme si c'était vous qui teniez cette tête de liste? C'est quoi les priorités que vous pourriez mettre en avant pour réenchanter l'Europe, recréer l'espoir? C'est le thème des rencontres d'Aix, pour que les Français se disent je vais effectivement voter à ces élections européennes. Alors c'est évidemment un peu tôt pour le dire, mais je pense qu'il y a, je vais vous citer trois pistes qui je trouve sont intéressantes à ce sujet. La première, puisqu'on parle de rendre l'Europe populaire, proche des personnes, c'est Erasmus. Erasmus, c'est un programme formidable. Ça ne touche pas qu'une élite mondialisée, ça touche des apprentis. Ça touche les étudiants qui peuvent aller et les apprentis entre aussi. Les pays et les apprentis. Et les entrepreneurs et les jeunes de lycée professionnel. Le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec l'inflation, le logement pour un Erasmus, c'est un vrai sujet.
Donc ça, c'est une première chose qui, je pense, est importante de porter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'ailleurs au niveau européen? Que les fonds dédiés à Erasmus, à la jeunesse, à l'année du compétence, aillent aider, en partie avec le logement, financer une dans partie les du cités logement. universitaires. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on fait une transition énergétique. On va demander des efforts aux personnes. Changer de voiture, ça coûte cher une voiture. Changer votre chauffage, ça coûte cher changer votre chauffage. Et ensuite, il faudra suffisamment de batteries, de prises de recharge électriques. Je pense qu'on peut aller plus loin dans le soutien financier européen, par exemple en finançant les recharges qu'on va voir sur les routes de France pour les gens qui auront des voitures électriques. Un grand emprunt transition écologique européen? Alors, c'est une excellente question, puisque nous allons avoir à financer beaucoup plus de défense, tout à l'heure qui viendra nous voir. Beaucoup plus de défense, beaucoup plus d'investissement dans l'énergie, dans le numérique et dans la reconstruction de l'Ukraine. Et la question de nouvelles ressources et la question d'un nouvel emprunt vont se poser. Et l'Allemagne est prête, vous pensez, aujourd'hui, à le faire comme elle a pu le faire pour la crise Covid? Je vous défie de trouver une parole allemande en faveur de l'emprunt du plan de relance jusqu'à 1 mois ou 3 semaines avant que l'on annonce ce plan de relance. C'est du travail, c'est ça qui est compliqué en Europe. C'est du travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de patience, beaucoup de présence, de discussion, de négociation. Mais évidemment, on va y arriver. Vous parliez tout à l'heure, vous disiez l'Europe, c'est aussi les questions migratoires. L'Europe est mise en cause parfois, comme ça a été le cas avec le bateau qui a chaviré, au bord duquel il y avait, on dit, entre 6 et 700 migrants. Il y a une Frontex, tout ce qui est mis en place a été mis en cause pour son inaction. Au fond, est-ce que sur la question migratoire, c'est beaucoup de discours et peu d'action, l'Europe ? Je ne crois pas du tout. D'abord, la question migratoire est difficile et ensuite, on ne peut pas la résoudre autrement qu'en européen. C'est illusoire de penser qu'un pays peut se fermer aux autres quand on vit dans l'Union européenne. Et par ailleurs, quel que soit, et même quand on n'est pas dans l'Union européenne, mais dans d'autres pays autour de l'Europe, il y a aussi un sujet migratoire puisqu'ils vont tous traverser l'Europe. Fondamentalement parce que l'Europe va bien et est attractive et crée des emplois. Maintenant, est-ce que l'Europe fait assez ? Nous avons débloqué les textes législatifs pour protéger les frontières extérieures, textes qui avaient été bloqués pendant 10 ans. 10 ans. On a obtenu un accord pour justement augmenter les effectifs de Frontex, les capacités de Frontex. Ils vont pouvoir augmenter leurs effectifs de plus de 10 000 personnes qui viennent s'ajouter aux gardes-côtes nationaux. Il y a maintenant un système pour que les pays de première entrée enregistrent correctement les demandeurs d'asile pour qu'on puisse renvoyer ceux qui n'y ont pas droit et pour qu'on puisse accueillir ceux qui ont droit, qui sont en général moins nombreux. Il y a aussi, et là l'Europe est très unie, des discussions avec tous les pays du pourtour méditerranéen. On l'a fait avec la Turquie, vous avez vu que ça avait été efficace. Il y a des discussions en cours et des progrès qui sont faits avec la Tunisie et on va le faire avec l'Égypte, la Libye, tous les pays du pourtour méditerranéen. Donc je crois qu'il faut reconnaître que oui, ça aussi c'est du travail. La seule solution efficace est la solution européenne. Bien, merci beaucoup Laurence Boone d'être venue sur notre plateau. Merci. On a donc compris que vous étiez intéressée à être candidate à tenir la liste Renew de l'élection européenne l'année prochaine. Je vous remercie de penser ça. Et c'est dans 11 mois, Philippe, les élections européennes. C'est dans 11 mois. Merci Bruno de le rappeler. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.